Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Dernier épisode de l'année 2023, j'ai eu le plaisir de recevoir Sarah Chase, analyste et auteure de nombreux ouvrages. Sarah a une vie passionnante, elle a eu 1000 vies. Elle a d'abord démarré comme journaliste à la radio en France avant de devenir reporter et de s'installer après le 11 septembre 2001 en Afghanistan. Son expérience unique en Afghanistan a façonné sa compréhension et sa vision de la corruption. Avec Sarah, on s'intéresse aux différentes crises qui touchent notre monde et à la manière dont la corruption nourrit ces crises. On discute aussi des pratiques de corruption aux États-Unis et de la différence qu'il y a avec la France. Je ne vous en dis pas plus et je laisse la place à ma conversation avec Sarah et je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Bonjour Sarah Chase, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes analyste et auteur de nombreux ouvrages. Vous avez notamment publié en 2014 Thieves of State, Why Corruption Threatens Global Security et en 2020 On Corruption in America and What is at Stake. Lorsqu'on lit votre parcours, on s'aperçoit que vous avez eu 1000 vies, de la France aux États-Unis en passant par l'Afghanistan. Qu'est-ce qui vous a amené à Paris puis en Afghanistan ? À Paris, j'ai toujours adoré la France. J'ai commencé à apprendre le français à 6 ans, je pense. J'en avais marre des États-Unis et l'endroit qui m'attirait, c'était la France. Et comme je travaillais à l'époque à la radio, je me suis proposée en tant que pigiste à plusieurs radios publiques d'information, donc, en me basant à Paris. Et puis l'Afghanistan, en travaillant à la base de Paris, j'avais fait un peu de journalisme de guerre, pas sérieusement, mais pas tellement au Balkan, mais au Kosovo après, et puis en Algérie et tout ça. Alors, quand il y a eu le 11 septembre, c'était évident qu'il fallait aller en Afghanistan, surtout que c'était très intéressant. En couvrant l'Algérie, je me rappelle, c'était peut-être en 98, un de mes interlocuteurs m'a dit, vous savez, l'islam militant, ce n'est plus ici l'histoire, ça ne se passe plus ici, ça se passe en Afghanistan. J'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire, mais je m'en rappelle toujours. À l'époque, on avait nos zones géographiques et il n'était pas question que j'aille en Afghanistan, mais il avait raison. Et du coup, donc, le 11 septembre, c'était évident que je me propose pour aller couvrir la chute des talibans et je suis restée encore un mois. Et puis, je me suis dit, l'histoire se passe ici. Pourquoi quitter cet endroit pour aller courir derrière le prochain scoop lorsque la géologie de l'histoire est en train de bouger ici, je veux y rester. Et donc, je suis restée, j'ai monté d'ailleurs une petite radio et après ça, j'ai monté une petite fabrique de produits pour la peau. Et c'était en vivant ainsi au sein des gens ordinaires que j'ai commencé à comprendre que le fond de l'affaire n'était pas tellement la religion, n'était pas tellement l'extrémisme, n'était même pas le conflit culturel entre l'islam et l'Occident, c'était la corruption. Justement, j'allais vous dire que ce qu'on retrouvait dans l'ensemble de votre carrière, la thématique majeure que l'on retrouve, c'était votre travail sur les questions de corruption. Et du coup, là vous mentionnez que la thématique commune que vous avez vue quand vous étiez en Afghanistan, c'était la corruption. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler sur ce sujet de corruption ? Et est-ce que c'est cette expérience en Afghanistan qui vous a amené à travailler sur la corruption ? C'était exactement ça. J'avais aucune intention, je l'avais pas en tête, cette question. C'était les Afghans qui me l'ont amené. Et dès très, très tôt, je me rappelle, quand je pensais à monter cette radio, j'ai organisé une espèce de groupe de discussion fait de jeunes. Et là, je voulais simplement savoir qu'est-ce qu'ils auraient aimé écouter à la radio. De fil en aiguille, on a parlé d'abord de la sécurité, mais pour eux, c'était pas une question de sécurité vis-à-vis des talibans ou autres. Il y avait plus de talibans.
ils se sentaient en insécurité vis-à-vis de la milice du gouverneur qui sévissait à la limite à travers la ville, portant les uniformes donnés par l'armée américaine. Donc, il y avait ces miliciens qui étaient habillés en américains, qui fauchaient l'argent du peuple, qui arrêtaient les gens, qui leur donnaient des claques s'ils n'offraient pas un pourboire et tout ça. Alors ça, c'était au milieu de 2002 que je me suis rendu compte que des sévices de ce genre pour extorquer de l'argent, c'était un problème très important. Et de là, je l'ai vu à droite à gauche. Mon premier projet était de reconstruire un village qui a été bombardé par justement les tirs américains. Et tout de suite, je rencontre la corruption du gouverneur de la province qui s'était octroyé toutes les carrières de la région pour faire du gravier qu'il allait après vendre à la base militaire américaine à un prix très, très, très élevé. Et donc, moi, j'arrivais pas à acheter de la pierre pour faire les fondations de ces maisons qui ont été totalement détruites. Et donc, je me suis retrouvée en bagarre avec le gouverneur pour pouvoir mettre la main sur un peu de pierre pour justement construire les maisons de ses électeurs. Et puis, ça continuait comme ça. Et comme j'étais la seule américaine, la seule occidentale en ville qui n'avait pas de fil de fer barbelé, qui n'avait pas de garde du corps, qui parlait pachtou, les gens de la ville de Kandahar venaient vers moi avec histoire après histoire de corruption et qui me posaient la question, mais pourquoi vous autres qui sont là en train de soutenir ce gouvernement, qui payez les salaires des fonctionnaires du gouvernement, pourquoi vous laissez ces agissements, pourquoi vous permettez ces agissements de continuer? Et petit à petit, je voyais qu'après une certaine lune de miel, les Afghans étaient tellement indignés par les sévices des membres de leur propre gouvernement qui ne voyaient pas tellement la différence entre eux et les talibans. Et ceux qui étaient très fâchés ou indignés par ça allaient se mettre du bord des talibans, pas tellement, comme j'ai dit, pour des raisons de fanatisme religieux, mais plutôt pour des raisons de colère. Du coup, donc, j'ai commencé à en parler avec, disons, les dirigeants occidentaux que je voyais autour de moi, surtout d'ailleurs des militaires. Il y avait beaucoup, beaucoup plus de militaires que de civils sur le terrain et c'était eux vraiment qui dessinaient les grandes lignes de l'intervention internationale. Et ce que je leur disais était, écoutez, vous allez perdre cette guerre si vous ne vous adressez pas aux problèmes de corruption. Vous pouvez mettre autant de soldats que vous voulez, vous pouvez amener autant d'armes, il y aura toujours de nouveaux talibans. À chaque fois que vous tuez un taliban en vous appuyant sur des forces gouvernementales corrompues, vous allez en créer 10 autres. Et 20 ans après, c'est exactement comme ça que ça s'est produit. J'ai essayé de leur convaincre de ça. J'ai un peu monté les échelles, d'abord en travaillant pour le général qui est en charge des combats sur le terrain et après pour le chef d'état-major interarmé américain qui, lui, comprenait ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'il m'avait embauché, mais il avait du mal, lui aussi, à convaincre ses homologues civils, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, qui était Hillary Clinton à l'époque, et le président Obama. Et donc, on a eu le résultat qui est survenu il y a 2 ans. Qu'est-ce qui explique en fait que du côté militaire, il y avait la conscience que la corruption allait être un problème et que du côté civil, on ne se rendait pas compte de l'impact et des conséquences que cette corruption pourrait avoir sur l'issue de la guerre? Et du coup, finalement, 20 ans plus tard, vous avez eu raison, les talibans sont de retour. Qu'est-ce qui explique cette absence de reconnaissance de l'impact de la corruption? C'est une excellente idée et jusqu'à ce jour, j'ai pas la réponse. C'était peut-être une fainéantise. Si la corruption est la question clé, c'est pour les civils de la gérer. Si on peut dire que c'est un problème militaire, c'est pour l'armée. Et après, on peut
blâmer les militaires pour la défaite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a des généraux qui ont été amenés devant le Congrès américain, mais je n'ai pas vu Clinton ni, par exemple, Anthony Blinken, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Lui, il était là-dedans. Hein. Lui, il faisait partie de ceux qui ne voulaient pas vraiment se pencher sur cette question-là, surtout d'ailleurs Jake Sullivan, qui est aujourd'hui le conseiller en sécurité nationale. Ça, c'est peut-être un peu les questions américano-américaines, mais c'est quand même incroyable qu'il n'y a pas de redevabilité de la part des civils pour les politiques qui ont échoué. Il y a des politiques militaires aussi qui ont échoué, ça je pourrais en parler aussi, mais ce n'est pas là notre propos aujourd'hui. Et je veux dire une autre raison, c'est que je pense jusqu'à ce jour que l'importance de la corruption reste très sous-estimée en matière de politique internationale. Je pense que ça reste dans les esprits comme quelque chose qui est un peu en arrière-fond, c'est une chose un peu technique. Il y a souvent la notion que ça fait partie des cultures de certains pays en voie de développement et du coup, on loupe le lien de causalité entre la corruption abusive et structurée et les crises soi-disant beaucoup plus urgentes auxquelles on se confronte. Et là, je pense que c'est pour cette raison aussi que les civils ont tendance à un peu oublier ou à ne pas se pencher sur cette problématique. Et d'ailleurs, il me semble que c'est l'objet de votre ouvrage en 2014 qui se pose la question de pourquoi la corruption est une menace pour la sécurité globale. Et pour faire le lien justement avec ce que vous disiez, en quoi et comment la corruption nourrit-elle les crises que l'on vit et que l'on peut voir actuellement à travers le monde? Est-ce que vous auriez aussi un exemple à nous donner pour montrer ce lien entre corruption et les crises que nous pouvons voir et vivre? Que si on était ensemble, je vous demanderais de me nommer une crise quelconque et je peux vous démontrer immédiatement le lien avec la corruption. Par exemple, commençons avec l'Ukraine. Le soulèvement de 2014 a souvent été décrit comme un soulèvement pro-occidental pour tirer l'Ukraine de l'orbite, disons, de la Russie vers l'orbite de l'OTAN, vers l'orbite de l'Union européenne. Mais si on regarde de plus près, on voit aussi que c'était une révolution anticorruption. C'était la capture de toute la politique économique par Yanukovych qui a tellement indigné les gens qu'ils se sont mis à la rue. Et disons qu'ils étaient peut-être inspirés en partie en ça par le printemps arabe. Là, tous les pays à travers l'Afrique du Nord, plus le Bahreïn et quelques autres, se sont soulevés contre non seulement les dictatures, mais surtout la façon dont ces dictatures cousaient l'économie politique, le capturaient au bénéfice d'un petit réseau, souvent de familles et de proches. Ces pratiques-là, c'est de ça que je parle quand je parle de corruption. Je ne parle pas d'un seul exemple isolé de pot de vin ou autre. Je parle d'une structure où la corruption est devenue mode opératoire. Si on parle par exemple de la migration vers les côtes européennes et américaines, on peut très bien voir que la plupart des pays expéditeurs, pour ainsi dire, c'est des pays qui sont dans les talons des réseaux de corruption. Si on pense à l'environnement, la destruction des forêts, même le CO2 dans l'atmosphère, on va vite trouver des contrats pétroliers avec des gouvernements corrompus. On va vite trouver le saccagement des forêts en violation des lois ou règlements environnementaux pour que les réseaux corrompus puissent vendre ces arbres précieux à l'étranger. Et donc, derrière toutes les crises, je dirais toutes, il y a justement ces réseaux structurés de corruption, des pratiques de clientélisme, de prise illicite de bénéfices, de faux, de blanchiment d'argent, toutes ces pratiques qui sont tous une nasse liée à la corruption.
Depuis 20 ans que vous travaillez sur ces questions de corruption, vous avez analysé la corruption en Afghanistan, mais aussi là, vous venez de parler de l'Ukraine et de l'ensemble des crises. Est-ce que vous avez constaté des formes communes de pratiques de corruption? Et est-ce que cette corruption, vous avez vu une évolution dans quelque chose? Par exemple, à un moment donné, on allait donner de l'argent et maintenant c'est beaucoup plus sophistiqué. Comment voyez-vous l'évolution de la corruption depuis ces 20 dernières années? Ce que je dirais, c'est qu'il y a eu une cristallisation et des structures et des pratiques. Et par ça, je veux dire, pour répéter, je ne pense pas à la corruption comme une seule acte vicié. Je vois la corruption plutôt comme un mode opératoire de réseaux qui sont polyvalents et très sophistiqués, très adaptifs aussi. Ces réseaux, déjà, ils sont intégrés verticalement et c'est quelque chose que j'ai constaté en Afghanistan où je me suis rendu compte que les gens, je veux dire à la base, qui extorquaient les habitants, c'est-à-dire les policiers, même les enseignants, les médecins dans les hôpitaux, pour faire leur travail, ils extorquaient la population. Mais les individus qui faisaient cette extorsion, ils ne gardaient pas la totalité de leurs gains. Ils étaient obligés d'en envoyer une partie vers le haut. Du coup, ça devient un flux de revenus très important. Quand on voit combien de petits pots de vin sont expédiés vers le haut et vers le bas, était en échange expédié la protection contre toute retombée. Et c'est pour ça que les réseaux de corruption sont obligés de capturer le secteur de la justice, parce qu'ils sont obligés de pouvoir octroyer l'impunité aux membres de leur réseau et aussi, ils aiment bien utiliser la justice comme punition contre ceux qui essayent de les opposer. Horizontalement, il y a aussi une intégration et par ça, je veux dire que les actes de corruption impliquent aussi bien en partenariat et les gens au pouvoir et les chefs d'entreprise ou les exécutifs, pour ainsi dire, les managers d'entreprise et très souvent, presque toujours, des criminels pur jus. Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai pu constater, et c'est justement des choses qui se reproduisent de pays en pays, c'est qu'il y a un brassage entre ces personnels, c'est-à-dire quelqu'un va passer quelques années au pouvoir, puis il va aller diriger une entreprise ou prendre sa place sur le comité de direction. Son frère, éventuellement, sera trafiquant de narcotiques, etc. Et j'aimerais bien signaler que ceci n'est pas seulement dans les pays qu'on aime nommer quand on parle de corruption. J'ai trouvé exactement les mêmes systèmes et pratiques aux États-Unis. Mon dernier livre s'appelle La corruption en Amérique et les gages, ce qui est en jeu. Et du coup, il y a donc cette espèce de jeu de chaises musicales entre les fils différents de ces réseaux. Et c'est comme ça que le réseau est tissé. Il est tissé par les liens personnels et par les échanges de rôles avec les bénéfices à être capturés plus tard. Il y a un échange constant de faveurs et de bénéfices qui est fait, c'est pas vraiment transactionnel. C'est beaucoup plus poursuivi et constant que ça. Et donc ça, c'est ce que j'ai constaté à travers le monde depuis un pays comme l'Afghanistan ou le Nigeria jusqu'à, enfin, j'ai pas étudié la France, mais les États-Unis, ça marche exactement comme ça. Il y a un peu moins d'extorsion au niveau de la rue aux États-Unis, mais les systèmes fonctionnent exactement de la même façon. Donc, sophistication aussi, surtout dans le transport de l'argent, un peu moins dans des endroits plus sophistiqués de, comme je dis, extorsion de rue, mais on peut dire aussi l'utilisation de la force armée, l'assassinat. On voit ça quand la Russie vient à assassiner des opposants en Angleterre. On le voit, par exemple, il y a plusieurs années au Honduras, où une des championnes de protection de l'environnement a été assassinée à cause d'un contrat corrompu pour faire poser un barrage sur une rivière.
Quand on voit les assassinats souvent indigènes des protecteurs de l'environnement, ça aussi, c'est lié à la corruption. Enfin, je dirais que les flux d'argent se ressemblent aussi. Il y a toujours des spécificités nationales liées à l'économie de l'endroit, à la topologie, à la géographie et tout. Par exemple, sous Ben Ali, en Tunisie, j'ai trouvé de la corruption dans le marché de la date, très prisé au Moyen-Orient. Mais souvent, toujours, je dirais, on retrouve les secteurs de l'énergie, de la construction, surtout haut de gamme, des services financiers, souvent pharmaceutiques et santé. Toujours, je vois des saccages de l'environnement. Et voilà, donc il y a ces similarités-là que je vois partout. Aussi l'utilisation, je dirais, de facilitateurs externes. Et par ça, je veux dire, par exemple, les cabinets qui aident les gens à monter des entreprises fictives, les banques qui ne regardent pas de trop près l'origine des fonds qu'ils ont déposés, les cabinets immobiliers, pareil, même des marchands d'art, là devient une façon de planquer des sous parce que c'est un marché très sous-réglementé. Plus je parle, plus je pense à d'autres exemples. En plus, il y a la façon dont les réseaux de corruption combattent les gens intègres. Évidemment, il y a la répression. Évidemment, il y a le secret. Mais il y a aussi l'exploitation des clivages identitaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans des pays menant du Liban aux États-Unis, où les réseaux eux-mêmes sont assez entremêlés en haut, mais ils aggravent les clivages identitaires pour empêcher la population de se souder en opposition. Voilà plusieurs similitudes que je vois parmi les pays très différents où j'ai travaillé. Merci beaucoup, très intéressant, et puis surtout de souligner que ce n'est pas propre aux pays dits en développement, que c'est des pratiques que l'on peut retrouver aux États-Unis, qu'on peut bien évidemment retrouver en France et dans plusieurs pays européens. Vous avez parlé des États-Unis, alors direction les États-Unis et comprendre un peu ce qui se fait là-bas en matière de lutte contre la corruption. Depuis la France, on voit que les États-Unis sont très actifs sur la scène internationale, ils sont assez prompts pour poursuivre des entreprises, notamment des entreprises étrangères, pour des faits de corruption qui se sont passés en dehors des États-Unis. Je serais assez curieuse de comprendre en fait quelles actions sont menées aux États-Unis pour lutter contre la corruption en interne, au sein même des États-Unis, parce que j'imagine que comme en France, il y a aussi de la corruption de la part d'élus ou même d'entreprises, mais qui sont propres, intra-États-Unis, sans une dimension internationale. C'est une très bonne question et je dirais même sur le plan international, on peut faire pas mal de bruit et c'est vrai qu'on a mené certains procès assez intéressants. En même temps, je trouve qu'il y a une manque de consistance. D'une part, on parle anticorruption, d'autre part, on se targue d'être derrière une tentative de reconnaissance entre l'Israël et l'Arabie saoudite, deux des pays dont le gouvernement sont les plus corrompus. Donc, je trouve que c'est très, très aléatoire, hein, même l'action américaine à l'étranger. L'effort est vicié par le problème politique, c'est-à-dire maintenant, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait des pratiques que moi je considère des pratiques de corruption à droite et à gauche. C'est pas pour dire que ces pratiques étaient parfaitement égales ou reparties de façon égale, mais je l'ai trouvé des deux bords. On vit aujourd'hui une période très, très, très polarisée aux États-Unis. Et il est vrai que l'administration Trump vraiment faisait ça au vu et à l'ouïe de tout le monde, hein. C'était même fier des pratiques de corruption. Quand on regarde, par exemple, le beau-fils de Trump et ses liens avec des pays moyen-orientaux, je pourrais déceler, et je l'ai fait, déceler les réseaux de corruption à l'intérieur de l'administration. C'était étonnant. Le problème, c'est que ces pratiques-là sont pas mal structurées dans le système politico-économique américain.
C'est-à-dire, il y a pas mal de lois qui doivent changer pour ramener ces pratiques-là à la criminalité. Aujourd'hui, c'est plus ou moins légalisé. Et c'est ça, pour moi, le problème. Donc, les efforts de lutter contre la corruption, le champ est devenu tellement étroit, à la force de plusieurs décisions de la Cour suprême, décisions d'ailleurs unanimes, qui ont beaucoup réduit le champ de ce qui peut être considéré légalement comme corruption. Il y a eu en 2010 un procès contre l'ancien gouverneur de l'État de Virginie qui avait pris, je veux dire, environ 200 000 euros ou un peu moins en faveur et prêts et compagnie et cadeaux et tout de la part d'un homme d'affaires qui voulait son soutien dans la commercialisation d'une espèce de soi-disant médicament. C'était même pas un médicament. Le gouverneur a été condamné à 2 échelles. Ça arrive à la Cour suprême qui, à l'unanimité, a renversé ces 2 jugements subordonnés en disant que ce que le gouverneur avait octroyé à cet homme d'affaires ne pouvait pas être considéré comme action officielle. Du coup, c'était devenu presque impossible de procéder contre la corruption, de faire d'action en justice contre la corruption. Et en ça, je considère que la France est bien en avant des États-Unis. Nous, il faudrait une refonte de nos lois et nos réglementations contre autant les prises de bénéfices et pots de vin que clientélisme ou qui est-ce qu'on peut embaucher, est-ce qu'on peut avoir sa fille en tant que personnage important au sein du gouvernement, est-ce qu'il est bien de faire des appels téléphoniques qui sont mis en haut-parleur quand on est vice-président des États-Unis à son fils qui est en train de s'entretenir avec les kleptocrates de la Russie, du Kazakhstan et de l'Ukraine autour d'une table. Je veux dire, il y a des pratiques absolument anormales aux États-Unis et le fait que, et de droite et de gauche, les hommes et femmes politiques et de justice sont incapables d'assainir nos lois, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a tellement de gens ou bien qui ne votent pas, et ça c'est la moitié de l'électorat américain qui ne vote même pas au présidentiel, ou bien même qui vont aller voter pour des gens qui vont faire exploser tout le système, comme un Trump. Donc, je veux vous dire que, à mon avis, l'élection de Donald Trump représentait un paradoxe faramineux, parce que ce vote-là était alimenté en grande partie par l'indignation contre la corruption qu'on voyait à tous bords parmi les élites américaines. Et pourtant, celui pour qui on a voté, c'est-à-dire Donald Trump, était le plus corrompu des corrompus. Et c'est ça le paradoxe des réactions extrêmes de la corruption, c'est que très souvent, on fait un choix qui est encore pire. Mais je le vois aussi à travers le monde. Je vois comment, par exemple, les Afghans ont choisi les talibans parce qu'ils étaient tellement fâchés avec la corruption du gouvernement actuel. Certains se sont joints aux talibans qui ont tout fait exploser et là maintenant, ils vivent sous un gouvernement encore pire. Et c'est un peu le cas aux États-Unis et c'est pour ça que ce problème est tellement important et fâcheux. En vous écoutant, je me pose la question, mais qu'est-ce qui explique ce décalage? Vous mentionnez la différence avec la France, et qu'effectivement en France on va discuter de ces questions d'intégrité, de probité de la vie publique. C'était peut-être un tabou il y a 20 ans, ça ne l'est plus maintenant. On a plusieurs hommes et femmes politiques qui sont poursuivis, certains qui sont même condamnés pour des faits de corruption. Qu'est-ce qui explique qu'aux États-Unis, cette conversation n'est pas possible? Je ne sais pas, par exemple, ici en France, il y a plusieurs associations qui sont dédiées à la lutte contre la corruption, il y a aussi des mobilisations citoyennes, il y a des campagnes pour mobiliser, sensibiliser les citoyens sur ces questions de corruption.
Est-ce que c'est quelque chose qui existe aux États-Unis? Et qu'est-ce qui peut expliquer en fait que cette question d'intégrité de la vie publique ne soit pas au cœur des discussions, à la fois des élus, mais aussi finalement des citoyens qui ne demandent pas plus de responsabilité d'intégrité de la vie publique? Vous me donnez envie de dire quelque chose que j'ai toujours lutté contre cette idée. Peut-être c'est une question de culture politique. Et ça m'étonne d'entendre ces mots-là sortir de ma propre bouche. Laissez-moi vous poser une question au retour. Ces organisations dont vous parlez, ces associations et tout, est-ce qu'ils sont axés politiquement, plutôt à gauche ou à droite, ou est-ce que dans votre expérience, il y a un mélange d'affiliation politique au sein de ces associations? Très bonne question. Alors ça va dépendre. Par exemple, l'association Anticorps, qui est une des plus vieilles associations de lutte contre la corruption en France. L'association est transpartisane, c'est-à-dire qu'elle n'est ni de droite, ni de gauche, ni d'aucun parti politique. Tout le monde peut faire partie de l'association. Elle avait été créée dans l'idée que des élus, pour justement aller vers une probité de la vie publique, les élus pouvaient participer, qu'ils soient de n'importe quel bord. Pour les deux autres associations, Transparency International France et Sherpa, pareil, il n'y a pas de parti pris politique. L'idée, c'est vraiment de lutter contre la corruption, peu importe que l'on soit de gauche, de droite ou autre couleur politique. Après, vous me posez la question, vous la poseriez à quelqu'un d'autre, peut-être un élu de droite, il vous dirait que les associations de lutte contre la corruption en France sont de gauche parce que, du point de vue de cet élu, il a le sentiment que ces associations vont plus poursuivre des élus de droite. Et vous poseriez la question à un élu de gauche, il vous dirait l'inverse. Et du coup, toutes les associations vous diront que, en fait, elles font bien leur travail parce que finalement, elles ne regardent pas la couleur politique de la personne, elles regardent uniquement les actes que les élus ont pu mettre en place. Ben, tout à fait. C'est pour ça que je vous pose la question et c'est pour ça que je vous ai posé la question de cette façon, c'est-à-dire sans parler de ce qu'ils disent d'eux-mêmes, ces associations. Vous, personnellement, dans votre expérience, est-ce que vous connaissez des gens de droite et des gens de gauche qui militent au sein de ces associations? Ou est-ce que la population que vous voyez là-dedans, c'est plutôt d'un bord ou d'un autre? Je veux dire les militants, les membres d'associations. Pour ce qui est d'Anticorps, par exemple, j'avais reçu dans le cadre du podcast un bénévole d'Anticorps qui se revendiquait de droite. Donc on voit bien qu'au sein d'Anticorps, on va avoir des bénévoles qui sont actifs, qui sont de tous les bords politiques, et que leur objectif, c'est vraiment de lutter contre la corruption. Il y a deux problèmes, je pense, aux États-Unis comparés à la France. Une, c'est que on est beaucoup plus égoïste aux États-Unis. Je veux dire, il y a beaucoup moins de sens du service public, il y a moins de sens du bien public, de la collectivité. On n'a qu'à regarder nos transports en commun qui sont nullissimes. Tous les services dédiés à la population sont beaucoup inférieurs à ces services en France. Et d'ailleurs, parler de l'Europe ou parler du modèle de l'Europe aux États-Unis, on va se faire traiter de socialiste, comme si c'était une injure. Hein. Aux États-Unis, le mot socialiste, c'est comme le troisième rail, c'est radioactif. Et donc, il y a dans notre culture économique et politique beaucoup plus de chacun pour soi, beaucoup moins de sens, de destin partagé que ce qu'il y a en France. Ça, c'est une chose très importante et que je pense tient à la culture politique de nos deux pays. Vraiment, ça me blesse de le dire, mais je suis obligée de le dire. Et deuxièmement, le problème aujourd'hui, c'est que la question corruption a été totalement politisée. Au point où, quand mon livre est sorti, moi, je pensais que ça pouvait aider à tout un chacun à comprendre ce qui se passait autour d'eux. Parce que je donne un peu l'analyse, je veux dire la structure de ce qui se passe. Et après chaque événement, une personne peut dire, ah tiens, ça rentre dans le schéma comme ça et ça rentre comme ça, etc. Mais le moment qu'il est sorti, ce livre, les gens avaient déjà décidé de la structure des choses et cette structure était, eux, ils sont corrompus. Eux, ces gens-là, là-bas, les démocrates, les gens de Clinton et d'Obama, eux, ils sont corrompus. Ou bien Trump, c'est le diable, tous les Trumpistes, c'est des corrompus. Et donc, on est incapable aujourd'hui de faire une analyse objective du problème. C'est incroyable. Et même, on ne veut pas le faire. Parce que, je veux dire, c'est flattant.
un peu, ça va dans le sens des poils, de dire nous, on est les bons et la corruption, ça se trouve là-bas, chez eux, chez les mauvais. Ce que vous dites, ça me rappelle aussi des choses qu'on entend en France. Il y a des tentatives assez régulières pour limiter l'action des associations de lutte contre la corruption. Il y a aussi des tentatives pour revenir en arrière sur certains acquis de transparence et d'intégrité de la vie publique. C'est vraiment un combat de tous les jours pour continuer à aller vers de l'intégrité, de la probité et montrer que quand on est un élu, on est là pour agir dans l'intérêt général et non pas pour un intérêt personnel. Ouais, bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble et on pourrait encore discuter de plein de choses et nos derniers échanges étaient, je dirais, un petit peu pessimistes. On a vu à quel point la corruption, on la retrouve à travers le monde, qu'elle nourrit des crises. Et j'aimerais terminer sur peut-être une note un peu plus optimiste si c'est possible. Depuis 20 ans que vous travaillez sur ces sujets-là, quel bilan vous faites de la lutte contre la corruption? Est-ce que vous voyez des avancées aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans? Et qu'est-ce qui, selon vous, est porteur, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a des actions intéressantes pour lutter contre la corruption? J'aimerais bien revenir sur ce que vous avez dit, et c'est que c'est un combat permanent. Et je dirais, pour ne pas rentrer trop dans les détails, il faut l'unité d'action. Il faut ne pas nous laisser disperser par justement les réseaux qui sont très, très habiles à utiliser justement les clivages identitaires, que ce soit religieux ou politique. Il faut rester unis dans ce combat. Il faut aussi saisir des fenêtres de tir, pour ainsi dire, les moments propices à l'action. Et ça, souvent, ça arrive quand il y a un bouleversement électoral ou qu'il y a même la chute d'un régime. Mais il faut constater que ces fenêtres sont très étroites et très contestées. Et donc, il faut choisir son moment d'action. Et dernièrement, je dirais, pour préparer justement ces instants où on travaille 24 heures sur 24, où on est vraiment en action abrupte à la limite, il faut faire une analyse poussée de la structure du réseau chez soi. Et ça veut dire faire des analyses de réseaux sociaux, et par ça, je ne veux pas dire Twitter ou Facebook, je veux dire les liens entre les gens. Et il y a des façons même de cartographier ces réseaux, et c'est important de le voir. Je l'ai fait juste un échantillon au hasard dans l'administration de Trump, et j'étais étonnée de voir les liens entre un tel ministre avec un gars qui était juge à la Cour suprême, dont le fils était le banquier de Trump. Et je veux dire, quand j'ai vu ce réseau s'étendre devant moi, j'étais absolument étonnée. Et puis de voir où sont les défaillances dans les lois et les réglementations. Est-ce qu'il faut encore de budget personnel soit octroyé à des instances d'application des lois, etc. Il faut vraiment cartographier la situation pour savoir où focaliser ses efforts, et dans le jour et au moment où il y a une opportunité extraordinaire. Par exemple, en utilisant encore une fois l'exemple, le printemps arabe. Ça a été un peu perdu. J'ai vu de moi-même le premier ministre anticorruption en Tunisie était un très gentil médecin. J'ai dit impossible. Ils sont pas sérieux. Il faut quelqu'un de très futé, de très fort pour faire ce travail-là. Dès les 6 mois après la révolution en Tunisie, j'étais sûre que ça n'allait pas marcher. Je dirais que si Bernie Sanders, et je ne parle pas de questions partisanes, je parle d'un point de vue les questions qu'il porte. Si Bernie Sanders avait été élu aux États-Unis, là, il y aurait eu une fenêtre d'opportunité là-bas. Aujourd'hui, on n'en a pas, même avec l'administration actuelle. Aujourd'hui, il y a au Guatemala une élection surprise qui est maintenant très, très, très contestée par les réseaux au pouvoir. C'est ce genre de moment qui constitue, que ce soit par une élection, que ce soit par une insurrection, que ce soit par une pression civique sans révolution pour une réforme qui arrive à obliger
que ce soit par exemple par une commission internationale comme celle qui a travaillé au Guatemala, justement le CICIG. Ça peut ouvrir une fenêtre de tir et je dirais que c'est la préparation des forces de réforme pour ces fenêtres-là qui me donne un peu d'espoir. L'autre question complémentaire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Quel rôle peut-on jouer pour aider à lutter contre la corruption? Je dirais ne pas passer à côté. Là aussi, c'est une question culturelle. Des fois, on dit, ah, c'est comme ça que ça marche. Ou on veut en bénéficier soi-même, par exemple, en payant en espèces quelque chose pour éviter les impôts. Surtout au sein de sa propre communauté, que ce soit sa famille politique, que ce soit son entreprise, que ce soit sa famille de sang. Quand on voit des comportements aberrants, il faut en parler. Il faut ne pas regarder ailleurs en disant « Oh, mais les autres, ils sont pires ». Parce qu'après tout, en tant que citoyen ordinaire, sur qui a-t-on le plus d'influence? C'est sur nos amis, nos ennemis, nos opposants politiques, des gens du genre opposé, les gens d'une autre entreprise. Ils ne vont pas nous écouter quand on pointe du doigt. Par contre, si en toute honnêteté, on dit à sa propre famille, écoutez, c'est comme ça qu'on veut se montrer au monde, c'est ça nos principes. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire le plus, en fait, de différence. Et dernière question, auriez-vous une œuvre à recommander, un livre, un film, une musique, une œuvre d'art pour continuer à s'informer sur ce sujet? Ah, alors, je vous renverrai vers la mythologie. Avez-vous entendu parler de Midas? Oui, alors je suis très mauvaise en mythologie, alors si vous pouviez nous en dire plus. Alors lui, c'était un roi. Enfin, c'était un roi mythologique plus ou moins, qui un jour avait fait une gentillesse au dieu Dionyse, qui est le dieu du vin et tout ça. Un des copains de Dionyse s'était perdu dans les terres de Midas. Et Midas l'a bien reçu, l'a fêté et puis l'a ramené à son ami Dionyse. Et Dionyse était tellement content qu'il a dit au roi, demandez un seul vœu. Tout ce que vous voulez, je vous l'octroie. Midas dit tout de suite, je veux que tout ce que je touche soit transformé en or. Alors Dionyse était très malheureux, mais il avait promis, il a octroyé ce vœu. Midas était ébloui, il était ravi, il s'est mis à tout toucher. Il touchait les pommes, ça devenait or, il touchait le blé, ça devenait or. Il s'est assis pour manger, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas boire, parce que l'eau, ça se transformait en or liquide. Après, il a été tellement déconcerté que sa fille, qu'il adorait, est venue se jeter sur ses genoux pour dire papa, papa, qu'est-ce qui va pas? Et tout d'un coup, elle est devenue or. Alors, le gars, il était tellement effrayé qu'il est revenu vers Dionyse. Il a dit, veuillez m'enlever cette malédiction. Alors, dans ce mythe, il y a quelque chose de très profond, qui est la manie de transformer tout ce qui est de valeur non matérielle, de valeur irremplaçable. Et par ça, je veux dire nos rapports avec nos proches, je veux dire notre travail, notre créativité, je veux dire cette terre qu'on habite et ceux qui résident sur la terre, en dessous de la terre, dans les airs. Cette manie qu'on a de transformer tout ça en or et pire aujourd'hui en signaux électroniques dans des comptes en banque, c'est la perdition directe. Je veux dire, les Grecs, ils l'ont compris il y a plusieurs millénaires. Hein. Et nous, on reste accaparés par cette manie, par ce qu'on pourrait appeler la maladie de Midas. Et si on n'arrive pas à se défaire de ça, à arrêter de dire que c'est la croissance économique qui est mesure de la santé d'un pays ou d'une région, si on n'est pas capable de dire que même la croissance de la population est un problème,
qu'on doit être moins de nous, qui consomment moins de matériel, qui soient moins ensorcellés par le nombre de zéros qu'on peut compter dans nos comptes en banque et qu'on cesse d'élire des élites qui sont ensorcelées par ça. Je veux dire que le futur est maussade, au mieux. Et donc, pour moi, il y a une sagesse dans ce mythe qui a été non seulement oublié, mais souvent renversé. Quand on parle de quelqu'un qui a le touche de Midas comme quelqu'un d'heureux, mais c'est l'inverse. La touche de Midas, c'est la perdition. Merci beaucoup. On termine sur des mots pleins de sagesse. Merci d'avoir partagé ce mythe et la morale qui va avec et qui correspond vraiment bien à ces questions qu'on a autour de la corruption. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir pris le temps de cet échange avec nous. C'est moi qui vous remercie, Sophie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.